Madame, Monsieur, bienvenue à telle église. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Cette citation du maréchal Foch en ouverture de notre émission qui s'intéresse à une fondation bien connue dans notre région, Mémoire d'Issy, mais comment travaille au juste cette institution, quels trésors sont contenus dans ses fonds d'archives et quelle image s'en dégage sur le passé de notre région. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sylviane Messerly, vous êtes directrice de Mémoire d'Issy. Alors, Madame Messerly, si vous deviez choisir un moyen pour explorer le passé de notre région, lequel choisiriez-vous? Un roman historique, un musée, un centre d'archives ou une machine à remonter le temps? Sans doute un peu des quatre, parce que ça permet d'avoir plusieurs points de vue. Et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant. Et puis aujourd'hui, pour les circonstances, je pense que je choisirais d'être un centre d'archives, parce qu'on a directement les témoignages du passé, mais on a aussi notre propre vécu de personnes qui nous permet de le lire, de le ressentir, de l'analyser. Et puis on a aussi les moyens, les outils pour l'analyser et y réfléchir. Un centre d'archives, c'est une machine à remonter le temps? C'est aussi une machine à remonter le temps, oui, je pense. Ça permet, et ça doit d'ailleurs, nous permettre de connaître mieux notre passé, de connaître aussi mieux notre façon de nous asseoir aujourd'hui dans une société qui construit son présent et son avenir. Alors, situé à Saint-Imier, vos locaux commencent à se faire trop exigus et vous envisagez d'agrandir. Notre équipe s'est rendue sur place. Je vous propose de découvrir ce reportage réalisé par Nicolas Meyer et Bastien Beziguer. Avec le début de l'année, c'est une bonne nouvelle. Les dons se succèdent chaque jour. Des nouveaux livres, des photos. Le problème, il faut bien l'avouer, c'est que les étagères commencent à déborder sérieusement et les cartons à s'empiler. Nouvel arrivage hier, des documents qui avaient été conservés pendant des décennies, voire plus, dans une ancienne ferme. Mémoire d'Issy déborde, c'est vrai, c'est être non pas victime de son succès, mais couronné de son succès. Donc cette année, on va construire un local de conservation d'archives. L'idée est d'avoir un bâtiment en souterrain de 2 étages. La construction en souterrain permettra d'avoir des conditions de température, d'hygrométrie constante. Ça permettra aussi d'avoir des surfaces beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, puisqu'on est quasi à 10 fois plus de surface de conservation qu'aujourd'hui. Mémoire d'Issy, j'ai coutume de dire de manière un peu prétentieuse que c'est la mini-bibliothèque nationale, c'est-à-dire qu'on a pour vocation de recueillir des livres, de la documentation et des archives privées qui témoignent du Jura bernois. Alors là, c'est un document fondateur puisque c'est le premier registre des procès-verbaux du synode reconstitué en 1887. Donc c'est en somme, on pourrait dire, les débuts du synode jurassien. Le fonds le plus prestigieux et plus volumineux, c'est le fonds de l'Église réformée. Ce fonds contient des documents célèbres, en guillemets, dont on a pas mal parlé dans la presse et qui sont publiés sur Internet. Par exemple, les fameux procès de sorcellerie de la montagne de Diès au XVIIe siècle. On a aussi le recueil des documents du pasteur Fresne de Tavannes, qui est une perle. J'ai envie de parler un tout petit peu du premier fonds que Mémoire d'Issy a conservé, celui qui est un petit peu à l'origine de la création de l'institution. C'est le fonds du Cercle ouvrier de Saint-Imier. C'est un fonds qui témoigne des activités qui se tenaient à la Maison du Peuple dans le dernier tiers du XIXe siècle à Saint-Imier,
où bien sûr on parle un petit peu de politique, puisque le Parti socialiste tenait ses réunions à la Maison du Peuple, mais aussi de toute l'activité sociale des travailleurs, c'est-à-dire les archives des Amis de la Nature, de groupes de chants, de fanfares, etc. On peut se poser la question si ça a une raison d'être de conserver le passé. Finalement, on est une société qui doit aller vers l'avenir, qui doit tourner son regard vers le futur. Mais c'est vrai aussi que de connaître son passé nous permet d'appréhender le futur, de donner justement une base à notre société, de montrer plusieurs facettes des identités de notre région, de voir aussi comment l'histoire de notre région s'inscrit dans une histoire globale. Tous les témoignages, quels qu'ils soient, sous n'importe quel support que ce soit, témoignent de notre identité. Et les perdre, c'est clairement perdre cette identité. Retour dans nos studios avec vous, Madame Messerli. Sur votre site internet, vous décrivez votre mission en 3 points. Collecter, conserver, valoriser. Si vous êtes d'accord, nous allons suivre un peu ce parcours et commencer par collecter. Quels documents collectez-vous et auprès de qui en fait? La spécificité de Mémoire d'ici, c'est de collecter des archives privées, des archives associatives et privées, donc des archives qui pendant longtemps ont été négligées. Et ce qu'on va conserver, c'est pour des personnes des documents de nature très diverse. C'est de la correspondance, c'est des journaux, c'est des témoignages d'une formation professionnelle, scolaire. Pour des associations, ce seront des procès-verbaux, des correspondances également, les statuts, la liste des adhérents. En fait, on va collecter tous les documents qui racontent la vie des personnes et des associations. Et on les collecte auprès de la population. C'est souvent des moments très riches en émotions, parce que pour une personne, c'est la fin d'une vie, souvent, ou d'une activité, ou la transmission d'enfants, du patrimoine qu'ils ont hérité de leurs parents. Pour une association, quand on reçoit les archives, c'est souvent que l'association meurt, et la personne qui nous les remet est celle qui a eu la charge de transmettre ce patrimoine à d'autres. Elle aurait pu choisir de le détruire, parce qu'il n'y a pas d'obligation de conserver ces archives. Elle a choisi de les transmettre à Mémoire d'ici. Dans le reportage, on a vu que vous recevez beaucoup, mais est-ce que vous devez vous aussi, ou vous avez l'énergie de vous aussi aller auprès de personnes ou d'institutions qui vous intéressent en particulier pour vous faire une démarche de collecte? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'archives, donc on limite nos recherches prospectives pour collecter des archives, on en reçoit suffisamment. Mais c'est vrai que quand on sait qu'un fonds existe, quand il est en danger d'être détruit, alors on fait cette démarche auprès des personnes, oui, bien sûr. Alors donc, collecter comme première étape, maintenant conserver. Sous quelle forme conservez-vous, au fond, ces archives? Et peut-être une question aussi délicate, on ne peut pas tout conserver, j'imagine. Comment vous faites votre choix? Alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout conserver. Ce que Mémoire d'ici conserve, ce sont des documents physiques, des documents papier, des parchemins, beaucoup d'images aussi, sous différents supports, enfin des images qui ont différents supports, qui sont sur différents supports. Donc Mémoire d'ici collecte des images qui sont sur différents supports, des plaques de verre, des négatifs, des diapositives, des tirages papier, des cartes postales. Donc c'est vraiment un monde très très riche. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout conserver. Je pense que c'est une idée fausse de se dire qu'on veut conserver l'entier du passé. Je pense que c'est précisément la sélection qui permet de mieux le transmettre aux générations à venir et de mieux le comprendre. Et Mémoire d'ici a une politique d'acquisition qui est en cours de validation interne. Et nous avons différents critères qui nous permettent de dire ça nous gardons pas. Ces critères sont variés. Ça peut être tout simplement des critères sanitaires. Si des documents sont moisis, on ne va pas forcément les conserver. Mais ça peut être des critères qui seront sur les thèmes abordés, sur la rareté des documents, sur l'urgence de leur conservation à
à tenir ou pas, sur le fait de pouvoir les donner en consultation aux personnes intéressées. Tout ça, ce sont des critères qui nous permettent d'évaluer et de dire ça nous prenons, ça nous ne prenons pas. Il y a aussi des critères de représentativité. On ne va pas conserver 100 fois la même image d'un même événement, par exemple. Donc ça nous permet, en sélectionnant 1, 2, 3, d'être beaucoup plus précis après dans ce qu'on veut transmettre à la suite. Alors, de nos jours, beaucoup de choses sont produites sous un format électronique. Je suppose que vous collectez aussi du format électronique. Et là, la question, enfin, on entend souvent ce problème, hein, que les formats changent constamment et que ça pose des problèmes justement de conservation. Comment vous résolvez ce problème? C'est vrai que c'est un très grand problème. Si aujourd'hui j'ouvre un manuscrit du Moyen-Âge, j'arrive à le lire. Si je lis un acte notarié du XVIIe siècle, j'arrive à le lire. Si j'essaye d'ouvrir une disquette qui a été faite il y a 30 ans, j'arrive plus à le lire. Et Mémoire d'ici est un centre beaucoup trop petit pour pouvoir résoudre tout seul ces questions. Donc ce qu'on fait, c'est on laisse faire les institutions plus grandes que nous, la Bibliothèque nationale, les archives fédérales également. Ça nous permet de voir comment le faire. Ce qui est certain, c'est que notre société laissera un trou. Il ne sera pas possible de conserver sur le très long terme ces documents pour le futur. Alors, on a parlé de collecter, de conserver, maintenant valoriser. Au fond, à qui vous adressez-vous sur cet aspect de votre travail, de la valorisation de l'héritage du passé? Moi, je pense que le choix de Mémoire d'ici a été vraiment de s'adresser à un public très large, le plus large possible, parce que souvent quand on parle d'archives, on a une image très élitiste de l'approche des documents du passé. Et c'est vrai qu'un grand travail de Mémoire d'ici, c'est de s'adresser aux universitaires, aux chercheurs professionnels, parce que ce sont eux qui ont les outils pour pouvoir mieux comprendre ce passé. C'est eux qui ont aussi un bagage qui permettent d'appréhender les différents éléments des documents. Mais Mémoire d'ici veille aussi à transmettre ce passé à l'ensemble de la population. Pour nous, c'est extrêmement important parce que ce passé appartient à la région. Il est le passé privé, associatif et privé de la région. Et c'est important que les gens puissent y avoir accès. Alors, souvent, on a un réflexe de peur quand on va vers ces documents anciens. Notre travail est justement d'éviter cet écueil-là. On peut faire des publications. On peut aussi utiliser des voies beaucoup plus simples, par Facebook par exemple, par l'utilisation de notre site. On fait aussi souvent une démarche qui a un très beau succès, c'est de prendre certaines archives qui sont contenues dans nos fonds, d'aller dans les villages, donc d'aller vers les gens, de les présenter dans les salles. Et les gens sont vraiment très très réceptifs à cette façon de transmettre le passé. Et je crois qu'il faut éviter cette sorte de plafond qui fait que les personnes se sentent exclues de ce passé-là. Il faut aller vers les gens, le transmettre par toutes les voies possibles, en ayant le discours le plus simple possible par rapport à ces archives. Et ce discours, il est simple, c'est de dire, mais ce passé, il est là et il nous appartient. Et vous rencontrez du succès, vous arrivez à atteindre ce but de toucher au-delà des cercles, je dirais, érudits, de chercheurs et d'intellectuels? Oui, je crois. Enfin, je pense que c'est vraiment une des spécificités, ou peut-être en tout cas un des atouts de Mémoire d'ici, c'est d'avoir cette approche de la population, mais c'est aussi dû à la proximité de la population. On parle de choses qui se sont faites dans le village même, et c'est là qu'on arrive à susciter l'intérêt, c'est là aussi qu'on arrive à expliquer que ce qui s'est fait dans ce village-là, il est révélateur de ce qui s'est fait dans toute la région, il est révélateur de ce qui s'est fait dans toute la Suisse ou dans toute l'Europe. Et oui, quand on va par exemple dans les villages présenter ces documents, on a un public qui est extrêmement attentif, qui est nombreux par rapport à la population des villages, et ça donne des échanges qui sont
incroyablement riche. Alors peut-être un mot sur l'équipe, parce que quand on dit collecter, conserver, valoriser, et que on vous écoute, on voit tout un travail qui est fait là, qu'est-ce qu'il faut s'imaginer en termes d'équipe? On a une toute petite équipe de personnes qui sont formées. Je pense que ça a été vraiment un des souhaits de Mémoire d'ici depuis le départ, de travailler avec des professionnels qui ont chacune, puisqu'on est essentiellement des femmes, qui ont chacune leurs compétences. On a Frédéric Zwallen qui est responsable de l'iconographie et qui, au fur et à mesure des années, a exercé son œil et arrive à reconnaître des lieux que personne n'arrive à reconnaître. Elle est responsable aussi de la bibliothèque. On a Léla Farni qui est responsable de la documentation et qui, justement, collecte pour Mémoire d'ici quantité de documents de cette littérature que souvent on néglige, les rapports d'activité, les brochures de jubilé, les revues de presse aussi. Et on a Anne Beuchat, qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure, qui est responsable des archives. Alors, et on a, j'ajoute quand même, parce qu'elle joue un rôle très important, et en particulier dans ces mois où nous avançons vers cet agrandissement, on a Séverine Perret, responsable de l'administration chez nous. Ouais. Donc c'est une petite équipe, et je pense que ça donne aussi une force dans la réception de ces documents. Alors, quantité de documents, hein, des fonds riches, est-ce que parmi tout cela, il y a des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur? Alors, votre collègue dans le reportage parlait des procès de sorcellerie, elle a parlé de la Maison du Peuple de Saint-Imier. Vous-même, vous avez un coup de cœur? Bon, je pense que tous les fonds qu'on conserve ont toujours une beauté, mais il faut s'arrêter, il faut la regarder, il faut l'analyser, ou alors il faut juste écouter l'histoire qu'elle nous raconte. Après, moi, c'est des intérêts personnels. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'émigration, parce qu'on est une région qui a vu partir ces hommes, ces femmes. C'était des hommes très attachés à leur terre, hein. C'était souvent des paysans, des ouvriers. Ils ont dû prendre la mer. Parfois, ils ont dû prendre le gouvernail des bateaux parce que ça n'allait plus, il n'y avait plus personne. Et j'ai toujours beaucoup d'affection pour ces personnes-là, parce que à la fois, ils ont dû partir, parce qu'ici, on était des crève-la-faim, et ça, faut pas l'oublier, parce qu'aussi, ils ont eu l'ambition de partir, hein. Il n'y a pas que des miséreux qui sont partis. Et cette idée de l'émigration, de recommencer quelque chose ailleurs, de quitter les siens, c'est une thématique qui me séduit particulièrement. Et on la voit dans différents documents. Quand on lit les lettres, par exemple, d'émigrés qui écrivent à leurs familles, qui sont restés en Suisse, moi, c'est par certains détails toute une vie qui se raconte. Alors moi, j'ai quand même été frappé par cette histoire de procès de sorcellerie. Quel regard vous portez sur ce fonds? Alors ce recueil de procès de sorcellerie, c'est un des documents qu'on a apporté dans les villages du plateau de Diesse, puisqu'il a été fait sur le plateau de Diesse. On a eu des échanges avec la population qui étaient très riches, très denses, et je crois qu'il raconte en lui-même beaucoup de choses du passé. Alors il raconte bien sûr ses procès de sorcellerie, et puis le fait de dire on n'était pas une région, la seule région dans laquelle ça s'est passé. C'est vraiment un phénomène européen au XVIIe siècle qui est très très fort et qui aujourd'hui est complètement incompréhensible. Mais quand on regarde le document en lui-même, on voit différents indices qui nous racontent aussi comment on a lu ces procès de sorcellerie. Alors bien sûr, il y a l'horreur du XVIIe siècle qu'on n'arrive pas à comprendre, mais on a tout au début de ce manuscrit la la lettre qu'un homme de Bâle envoie au pasteur Besson qui habite le Jura bernois et qui lui dit voilà, je vous donne ce procès, je vous envoie ce procès, on est dans le 19e siècle, je vous envoie ce recueil pour bien montrer les horreurs du temps passé. Donc déjà au XIXe siècle, on a ce regard-là, et puis on a aussi le témoignage
puisqu'il fait partie du fonds de l'Église réformée, de petits autocollants qui doivent dater de 1970, où on dit il ne faut pas sortir ce document de nos archives, parce qu'il est unique, mais aussi parce qu'il contient des noms de personnes de la région. Et on se dit, mais encore dans les années 70-80, il y avait cette honte qu'on avait d'être les descendants de personnes qui ont été condamnées pour la sorcellerie. Et il y a un détail de ce manuscrit, c'est qu'on a déchiré, sur un des procès, on a déchiré un des coins du manuscrit, un des coins de la page, pour ne pas montrer le nom de la personne qui a été conservée. Et si je raconte cette longue histoire, c'est parce que c'est seulement la conservation du document passé, du document original, qui nous permet de raconter ça, et qui nous permet de prendre conscience que l'histoire, la façon dont on se représente le passé, elle est toujours liée à notre propre siècle. Et ce recueil de procès de sorcellerie, il mérite une émission entière, je crois. On y pensera. Dans le roman de George Orwell, 1984, le gouvernement interdit à la population de connaître le passé, de s'intéresser au passé. Est-ce que vous diriez que notre temps, les habitants aujourd'hui de notre région s'intéressent et connaissent suffisamment leur passé? Je pense que dans le Jura bernois spécifiquement, on a pendant longtemps mésestimé le passé. C'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut sans doute expliquer, en particulier, mais pas seulement par les mouvements de population. C'est vrai que s'il y a des allées, des retours très très denses et très rapides liés à l'industrialisation, aux crises, eh bien on va moins valoriser ce passé-là. Alors je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement qui est interdit de connaître son passé comme dans 1984, mais c'est vrai qu'on est dans une région qui connaît mal son passé, et le succès de Mémoire d'ici aujourd'hui le montre, c'est vraiment une région qui a soif de connaître son passé. Et encore une fois, quand on va présenter les archives, quand on publie certains articles, certains ouvrages, on a un succès qui est remarquable. Est-ce qu'il y a des aspects du passé où vous diriez ça, vraiment, il faut que notre région se souvienne de cela, ça doit pas, enfin voilà, des souvenirs particuliers ou des mémoires particulières que vous diriez qu'il faut garder? C'est difficile à dire. Moi, je pense qu'il faut justement conserver l'ensemble pour avoir... On parle souvent d'une identité régionale. Je pense qu'il y a des identités régionales. Et il faut conserver l'ensemble pour avoir toutes ces facettes. Et je pense que, encore une fois, si on s'arrête sur les fonds qu'on conserve à Mémoire d'ici, on aura chaque fois quelque chose à garder en mémoire. Si on reprend les procès de sorcellerie, de simplement se dire, quand la justice est faite par les mêmes personnes, par les personnes du voisinage, et si c'est cette justice qui condamne, alors elle condamnera de façon beaucoup plus lourde que si c'est une justice qui est éloignée. Juste ce constat, il est énorme. Quand on rappelle que notre région était une terre d'émigration, on a je le disais tout à l'heure, on a des fils d'ouvriers, des fils de paysans qui ont dû partir. Ça nous rappelle aussi que l'aisance, la richesse qui est la nôtre aujourd'hui, elle a été récemment acquise. Et elle a été acquise grâce au travail des ouvriers, grâce à l'ambition des patrons aussi. Le 19e siècle a été exceptionnel là, dans l'explosion qu'il a eue de connaissances, de savoir-faire. Mais cette richesse, elle est acquise et peut-être ne pas oublier qu'elle est récemment acquise et que par là même, elle peut être fragile. Quand on parle des associations, on voit aussi, on récolte aujourd'hui des fonds d'associations très très nombreux. C'est révélateur de notre époque où les associations, que ce soit la fanfare, le football ou le syndicat agricole ou les cercles ouvriers, les associations, elles n'ont plus lieu d'être parce que la vie des villages a changé, parce que les liens entre les hommes ont changé et
que je constate aussi, hein, c'est que dans les droits qu'on a acquis, dans les devoirs qu'on a acquis, dans les habitudes aussi, c'est souvent des éléments qu'on a acquis ensemble. Parce que il fallait être ensemble, parce qu'on avait besoin de son voisin, parce que tout seul, on ne pouvait pas être. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être cette tendance à dire tout seul, je tiens, tout seul, je tiens debout. Et peut-être qu'il faut garder ça aussi en tête. Beaucoup de leçons à tirer du passé. Donc votre institution, on l'a entendu, on l'a dit, elle est en croissance, vous allez construire. Comment vous voyez l'avenir de la Fondation Mémoire d'Issy? Alors, je pense pas, juste quand même, je suis pas sûre que l'histoire nous donne des leçons. Pour donner des leçons, il faut avoir un élève. Et je suis pas sûre qu'on soit toujours de bons élèves. L'histoire est cyclique. Et oui, on peut apprendre de ce qui s'est passé dans le passé. L'avenir de Mémoire d'Issy, je crois qu'il a encore un très grand avenir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ce pari de l'agrandissement, de façon à avoir des locaux adéquats pour transmettre le passé aux générations à venir. Je dirais même qu'une institution comme Mémoire d'Issy, elle peut devenir une sorte de modèle pour d'autres régions. Parce que ce qu'on a fait dans le Jura bernois a vraiment été précurseur en Suisse, et on est régulièrement appelé pour nous demander mais comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez fait pour garder une structure qui est pérenne, pour garder et acquérir ce soutien de la population, pour transmettre ces éléments aux personnes de la région. Et ça fait aussi peut-être partie du travail de Mémoire d'Issy, de dire à d'autres régions, mais faites-le. Je crois que c'est important parce que les archives qui nous sont données ne seraient pas données si l'institution était plus loin. Et le lien de proximité, il est fort et il est essentiel dans un travail comme celui que fait Mémoire d'Issy. En tout cas, on souhaite un bel avenir à Mémoire d'Issy, si on peut dire ainsi. Et merci, Sylviane Messerli, de nous avoir donné de votre temps. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt dans Telle Église.